professeur depuis 2002 et il nous a quitté le 10 février précocement. Il nous a quitté précocement le 10 février 2021. Donc en pédagogie, il a assuré les modules suivants: toxicologie, pharmaco, danger biologique et chimique associés aux denrées alimentaires. Monsieur Menaoui est l'un des fondateurs du laboratoire de recherche environnement, santé et production animale. Si on veut évoquer le regretté Monsieur Menaoui, on se met dans la difficulté de choisir les mots exacts qui peuvent réellement le décrire et décrire son parcours. C'est très difficile de l'évoquer. Donc, comme je l'ai déjà dit, il baignait donc dans les éléments. Ces axes, c'est surtout la détermination des éléments cuivre, zinc, manganèse, chrome, cadmium, plomb et nickel. Tout ça dans les différentes matrices, dans l'eau, le lait, les fourrages, le muscle, les abats, dans le poisson, les crustacés et les mollusques. Donc ces axes de recherche sont la toxicologie et l'écotoxicologie. Il était très soucieux de la pollution atmosphérique et environnementale, que les éléments toxiques, soit organiques ou minéraux, peuvent réellement, la façon avec laquelle peuvent affecter les écosystèmes, la vie humaine et la vie animale, ainsi que l'environnement. Donc, je vais évoquer ça. C'est une citation de M. Menaoui qui a dit qu'on n'a pas formé. Donc, lors de son intervention à une habilitation où les membres de jury étaient des jeunes, étaient ses étudiants, donc il évoquait, il éprouvait une fierté, réellement une satisfaction, il encourageait ses étudiants. Donc, c'est une citation, moi, que je garde et que je mets tout le temps, qui a dit qu'on n'a pas formé. Et je la répète, donc c'est sa citation. Donc, si je dois mettre des mots sur le parcours ou la vie ou M. Menaoui, l'humain, donc ça sera, et le prof et le chercheur aussi, ça sera compétence, polyvalence, art de transmettre, intelligence, bienveillance, générosité, modestie, tolérance, galanterie, le sens de l'humour. C'était un citoyen du monde, donc c'était un homme inégalable. Pardonnez-moi, mais c'était une personne que tout le monde souhaite connaître, surtout pour les générations à venir. Donc je vais terminer avec cette citation. On est conditionné par le temps, mais il mérite beaucoup plus que ça. Le malheur de vous avoir perdu ne nous fera jamais oublier le bonheur de vous avoir connu. Rabbi yarhamou, Monsieur Menaoui, le défunt, il restera toujours présent parmi nous. Et je vous remets la parole. Essayez de se rappeler de ce grand monsieur avec une joie, parce qu'il aimait la vie, il était joyeux, il était positif. Donc on va se rappeler de M. Menaoui toujours avec le sourire et avec la bonne humeur. Merci. أشكر الأستاذة سلاوي ساسية على هذه الكلمة. الآن أطلب منكم الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الفقيدين الأستاذ مهناوي والأستاذ دهيمي، وشكرا. أشكركم. رحم الله كل أساتذتنا الذين رحلوا عنا، وبارك الله لنا في الباقين. والآن دون أن أطيل عليكم نبتدئ فعالية هذا اليوم الدراسي
فأسلم الكلمة إلى الأستاذ معمش بكير من أجل افتتاح أولى دورات هذا اليوم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc on va entamer la journée nationale de reproduction, le programme de la première présentation de la communication orale, biotechnologie de la reproduction, théorie et état du lieu. Donc la première communication sera présentée par le professeur Boubacar Safsaf, intitulée Rappel physiologique du cycle sexuel chez la vache. Donc, à vous la parole, M. Safsaf, vous avez à peu près 30 minutes pour nous présenter. Merci, M. le Président. Salam alaikum. Merci Monsieur le Président. En hommage à notre frère, ami et confrère, le regretté Mennaoui et au docteur Dhimi, paix à leur âme. Yarhamullah. J'entame un peu cette première intervention. طفل فريدكم زيد لابا مازال دوك يعاود دوك يعاود ياه زيد فيه شكرا التصوير بتاع شنو ذكي؟ التصوير اللي قلت لك نص ما تكفيش. On s'excuse de ce du retard. Donc on va entamer cette première intervention par des rappels physiologiques
sur le cycle, je préfère bien dire cycle sexuel que cycle œstral, étant donné que le cycle œstral se limite à un seul moment de ce cycle. On va commencer parce que je ne vais pas faire trop de rappels sur des rappels anatomiques. Tout le monde connaît un peu l'appareil génital de la femelle avec les composants et la partie glandulaire qui intéresse principalement les ovaires, la partie du tract génital comportant les oviducts, l'utérus avec ses cornes, son corps et son col, et une partie du vagin, et la troisième partie c'est ce qu'on appelle le sinus urogénital qui comporte le vestibule et la vulve. Quelles sont dans cette diapo, vous allez avoir un peu les fonctions de chacun des compartiments. Pour les ovaires, c'est la fonction de germinale endocrine. Pour les oviducts, appelés communément salpinx ou trompe, c'est la capture de l'ovocyte, le site de fécondation transport de l'embryon. L'utérus, c'est un développement embryonnaire et fœtal, c'est le lieu de la gestation. Le vagin, c'est le lieu de dépôt de sperme et passage du nouveau-né lors de la parturition. Et enfin, le vestibule, c'est la partie la plus caudale du vagin et qui est associée principalement, qui est commune à l'appareil génital et à l'appareil urinaire. Dans cette partie, j'ai aussi, ça concerne les structures neuroglandulaires, hypothalamo-hypophysaires, vu que c'est le lieu de contrôle de l'activité ovarienne principalement et tout ce qui est en relation avec le comportement. Principalement, ça concerne la reproduction, mais ça peut intéresser toutes les glandes. En fait, c'est le lieu de l'endocrinologie. Un petit rappel sur les étapes de la folliculogénèse. Donc, dans cette partie-là, il y a deux parties concernant la folliculogénèse. La folliculogénèse basale, qui est ce qu'on appelait la hormono-indépendante. Elle dépend beaucoup plus des facteurs de reproduction, plutôt des facteurs de croissance, principalement l'AGH, l'IGF-1, le GDF, le BMP15. Donc celle-ci, c'est la première partie du développement des follicules pour pouvoir ramener un follicule vers l'étape où il peut être recruté pour faire passer vers la folliculogénèse terminale ou appelée communément hormonodépendante. Donc, vous voyez un peu rond vert, donc pour qu'un follicule puisse passer vers la phase terminale, il doit avoir une certaine dimension. D'ailleurs, c'est d'acquérir ce qu'on appelle un développement morphologique et un développement fonctionnel. C'est son aptitude, si vous voulez, à acquérir des récepteurs à la FSH, qui est l'hormone la plus importante pour pouvoir recruter les follicules. Et par la suite, c'est l'action de la FSH la LH, qui va intervenir pour le déroulement des différentes phases, soit l'ovulation, soit le développement du corps jaune, qui est là ce qu'on appelait le développement de la phase pré-gravidique, principalement s'il y a une gestation. Donc, pour la folliculogénèse terminale, elle est caractérisée par trois éléments. C'est le recrutement, elle est caractérisée par un certain nombre d'éléments, principalement c'est une FSH élevée, donc c'est une libération de la FSH au niveau de l'hypophyse, une faible fréquence des impulsions ALH, parce que les récepteurs à la ALH ne sont pas encore développés, une inhibine qui est normalement sécrétée par les cellules de la granulosa au niveau du follicule, qui, de la même façon que l'estradioles, l'estradiolémie étant faibles pendant cette période-là. La sélection, elle compose, c'est toujours, si vous voulez, c'est de ramener à partir d'une vague où il y a un certain nombre de follicules qui sont recrutés, il y a certains qui vont être sélectionnés, les autres ont tendance à devenir athlétiques. Donc là, toujours c'est une forme, si vous voulez, une FSH qui est faible, une LH modérée et une inhibine qui était faible. La dernière étape, principalement, ça concerne la dominance, et celle-ci, elle est caractérisée par, si vous voulez, sous l'impulsion bien sûr de ce follicule dominant qui est le follicule le plus important d'un point de vue morphologique et d'un point de vue fonctionnel. On va retrouver toujours une faiblesse, si vous voulez, de la FSH associée à une fréquence d'impulsion. Il y a
des pulses qui sont assez importants et LH pour pouvoir induire les caractéristiques, soit ovulatoires d'un côté, c'est d'induire l'ovulation, et de deux, c'est d'aboutir à la luteinisation du follicule, de la même façon qu'il y a une inhibine qui est élevée, c'est en fait l'inhibine qui caractérise principalement pour empêcher qu'il y ait un recrutement de nouveaux follicules à partir de la FSH qui serait libérée. C'est de bloquer en quelque sorte la FSH au niveau hypophysaire pour pouvoir bloquer une nouvelle vague pour son apparition. En fait, il y a une grande partie des follicules qui ont été recrutés, seul le follicule dominant ou les follicules dominants, parce qu'en fonction de l'espèce, est-ce que vous avez une espèce unipare ou bien une espèce pluripare, donc on peut avoir, si vous voulez, il y a des follicules qui ne sont pas sélectionnés, qui ne sont pas qui ne pouvaient pas devenir dominants, vont subir une atrésie qui est c'est la mort programmée de ces follicules. Toutefois, ils ont un rôle assez important pour ces follicules atrétiques, c'était d'acquérir, de favoriser la libération des œstrogènes pour induire le comportement œstral qu'on connaît. Bon, on va aborder maintenant le cycle sexuel, qui était la partie la plus importante à ce niveau-là. Je vois à ce niveau-là que chez tous les mammifères, d'ailleurs c'est au cours et pendant toute la vie, la période d'activité sexuelle, donc on appelait la vie sexuelle, pour certains c'est la vie génitale, à partir de la puberté jusqu'à la sénescence, l'appareil génital des femelles présente des modifications structurelles et physiologiques, se produisant à intervalles toujours dans le même ordre et revenant à intervalles réguliers suivant un rythme bien défini pour chaque espèce. Donc le rythme bien défini, ça peut être une espèce à activité sexuelle continue, comme ça peut être une espèce à activité sexuelle saisonnière, c'est-à-dire qui sont localisés. Quel serait le nombre de cycles qui pouvaient être présentés? Ça peut être plusieurs cycles, soit au cours de l'activité sexuelle, c'est un peu ce qu'on peut constater chez la vache, chez la truie. On peut retrouver une activité saisonnière, c'est le cas de la brebis, des petits ruminants, c'est le cas de la jument aussi, et on peut retrouver des espèces mono-ostriennes, c'est le cas des canidés, principalement chez la chienne, où il y a un seul cycle qui est présenté au cours d'une saison d'activité sexuelle. L'ensemble des modifications de ces modifications morphologiques et fonctionnelles et physiologiques au niveau de l'appareil génital est connu sous le nom de cycle. Je préfère bien utiliser le terme de cycle sexuel que cycle œstral, mais parfois on a tendance, si vous voulez, à carrément appeler le cycle œstral du fait qu'il y a une caractérisation plus spécifique au cours d'une période bien définie de ce cycle. Il commence, donc toujours sur répétition, commence la puberté, il se termine, se poursuit tout au long de la vie sexuelle, n'est interrompu que par certains phénomènes, soit des états physiologiques, c'est un peu le contexte de la gestation, ou par certains états physiologiques, c'est un peu l'anestrus pathologique, voire il peut y avoir, si vous voulez, modification de ce cycle œstral dont là j'interviens, c'est le subestrus, la nymphomanie ou le virilisme. Ces modifications dépendent de l'activité fonctionnelle de l'ovaire elle-même qui est soumise à l'action hypothalamo-hypophysaire, lui-même qui subit, si vous voulez, les interactions du milieu extérieur. L'importance de la détection des chaleurs en élevage bovin, c'est un peu l'utilité, c'est la détection des chaleurs, elle constitue une étape clé de mise à la reproduction du femelle à l'insémination artificielle, puisque une femelle qui n'a pas présenté d'estrus, de chaleur, ne peut pas être inséminée. C'est une activité indispensable à l'insémination artificielle. Donc là, c'est un peu il faut essayer de maîtriser la maîtrise de cette période-là qui est évidente pour pouvoir réussir l'insémination artificielle. Elle repose sur un certain nombre d'éléments. Ce qu'on connaît, ce que tout le monde peut avoir accès, c'est l'expression de l'estrus par la vache, ou là, ce qu'on appelait des chaleurs reutes, etc. L'observation ou surveillance des vaches par l'éleveur, parce que le vétérinaire ou bien l'inséminateur ne vit pas avec la vache, c'est l'éleveur. Mais là, il faut essayer là je posais un peu toujours la même question aux étudiants, quel est le moment d'estimer qu'une vache est en chaleur? Il faut essayer de bien spécifier le terme vache en chaleur. Ce n'est pas au début qu'on peut parler qu'une femelle, parce qu'elle a tendance à beugler, etc., qu'on peut la considérer comme étant une vache en chaleur.
Les facteurs de variation de l'expression des chaleurs post-partum, c'est un peu la plus importante et c'est là l'étape un peu cruciale, puisque l'allongement de la période post-partum peut avoir un effet sur l'allongement de l'intervalle velage. À cela, c'est l'état du velage, donc c'est l'état corporel au cours au velage qui conditionne la reprise de la cyclicité, où la note d'état corporel doit être supérieure, au moins supérieure ou égale à 3. Alors qu'elle est, avec une bonne expression, elle peut être faible, si vous voulez, lorsque la note d'état est inférieure à 2,5, étant donné que la femelle va entamer une autre étape qui est un peu plus cruciale, qui était la production laitière et son influence sur l'expression des chaleurs. L'ATT, bon, là, c'est un problème qui se passe principalement en élevage allaitant, où la présence du veau peut retarder, en quelque sorte, si vous voulez, la reprise de l'activité sexuelle. L'état sanitaire, donc c'est l'assistance au volage, toute assistance, même minime, si vous voulez, une intervention même minime, peut entraîner un retard. Plus l'intervention étant importante, lors de dystocie, lors de certaines interventions chirurgicales, la césarienne, etc., peuvent avoir, si vous voulez, des effets qui sont néfastes et peuvent allonger encore la reprise de l'activité sexuelle. Il y a aussi les conditions d'hygiène, voilà, là c'est très important, donc c'est tout ce qui tourne autour de l'hygiène du velage peut avoir, si vous voulez, un impact soit positif, soit négatif. Une bonne hygiène, c'est une reprise qui se fait précocement. Une hygiène qui est mauvaise au moment du velage, que ce soit la préparation de la salle de velage, de la maternité, etc., les interventions, la façon dont les intervenants, que ce soit l'éleveur ou bien pour aider la femelle, ou bien le vétérinaire ou le technicien pour aider la femelle dans cette situation, peut avoir un impact qui est négatif ou positif. Les boiteries, donc si vous voulez, l'expression des chaleurs du fait que la femelle a la tendance à exprimer un certain nombre de comportements, c'est principalement l'activité de mouvement, le saut aussi, et tout cela nécessite l'intégrité de l'appareil locomoteur, que ce soit os, muscles ou articulation, principalement au niveau des membres postérieurs, principalement au niveau des jarrets. Donc là, c'est une image, si vous voulez, c'est un diagramme que j'ai rapporté, c'est concernant l'effet des conditions du velage sur le taux de cyclicité des vaches charolaises à 75 jours post-partum. Donc vous voyez un peu à la gauche, ça veut dire que s'il n'y a pas d'intervention, la femelle en vélée normalement, le taux de présence d'expression des chaleurs était autour de 35 jours, avec un pourcentage qui est assez élevé, avec aide facile et avec aide difficile ou césarienne, où il y a, les femelles ont tendance, si vous voulez, à présenter à exprimer moins de chaleur. Et aussi l'effet logement, donc le logement aussi peut avoir un impact sur la présentation où la femelle pour pouvoir exprimer ses chaleurs. Donc c'est la lumière, donc qui favorise un retour plus précoce, l'air paillé, donc c'est la bonne interaction entre animaux, donc plus l'animal a d'espace, plus il a tendance à exprimer des chaleurs. Le type de sol, donc là j'attire un peu l'attention sur le sol glissant, puisque une femelle a tendance à avoir peur, donc tout sol glissant peut ne pas favoriser l'expression, si vous voulez, des chaleurs. La conduite de la reproduction, donc c'est la saison, donc on a constaté que c'est la reprise de l'activité ovarienne, elle est plus rapide en automne qu'en hiver et au printemps. La présence du taureau agit comme étant un plus pour pouvoir faire entrer, donc ça c'est un peu l'effet mâle, mais ça ne peut pas être vraiment assez important, mais ça peut favoriser l'expression des chaleurs. Des femelles en chaleur aussi peuvent induire, si vous voulez, avoir un impact sur les autres femelles pour l'entrée en activité sexuelle. La détection par l'éleveur, c'est là c'est le grand problème qui a tendance à se poser toujours, c'est le temps d'observation, le nombre d'observations, le moment d'observation, dont le signe le plus évident pour l'éleveur étant l'acceptation du chevauchement. Pourquoi? Parce que c'est l'acceptation du chevauchement qui est le facteur principal, ou là ce qu'on appelle le signe primaire de dire qu'une femelle est en chaleur.
Les pertes liées, bon, j'ai pris un peu des notes concernant, si vous voulez, pour déterminer un peu les états, les pertes qui sont associées à la mauvaise ou à la non-détection des chaleurs. Donc, c'est des statistiques qui ont été reprises, par exemple, 300 millions de dollars par an aux USA en 1994, 200 millions de livres en 1997 en Grande-Bretagne, et un peu plus récent, c'est un peu des statistiques coréennes de la Corée du Sud, ça se résume, si vous voulez, à 378 dollars par vache et par cycle, par un cycle de 21 jours. Cela, bien sûr, cet impact étant lié à la production, parce qu'on a tendance, du fait que la sélection faite sur la base de la production laitière, la fertilité, elle a tendance à diminuer. Donc il y a, d'ailleurs, le constat qui a été établi, c'est que la perte de la fertilité, elle est caractérisée par 0,5 à 1 point chaque 2 ans, là, chaque année, où il y a une perte de la fertilité au profit de la production laitière. Mais ça n'empêche pas que vous allez avoir un impact qui est assez important en termes de perte. Le cycle estral, donc on peut appeler aussi, il est appelé aussi cycle menstruel, et ça concerne principalement les primates. Ce sont des animaux, ça concerne les animaux en ovulation spontanée. Il y a aussi l'ovulation provoquée qui ne peut être, c'est l'effet exprimé principalement par ce qu'on appelle l'effet réflexe, par l'accouplement qu'on peut retrouver chez les logomorphes et chez les carnivores. Chez les félins, pardon. C'est chez les félins, c'est pas chez les carnivores. Le cycle sexuel chez la vache, donc la durée moyenne, elle est de 21 jours plus ou moins 2 jours, parfois on peut aller de 18 à 23 jours, donc là, en fonction des auteurs. Et dans le cycle sexuel, je les caractérise, il y a 4 éléments qui sont assez importants. C'est le cycle ovarien, le cycle endocrinien, le cycle génital et le cycle œstral. Chacun des éléments peut avoir, si vous voulez, on peut les voir. Le cycle, c'est quitter la période entre 2 périodes d'estrus ou de chaleur. Bon, là, c'est toujours une répétition. Donc, une courbe déterminant un peu les moments. Donc vous avez, c'est la phase, elle est constituée par 2 phases, la phase folliculaire et la phase lutéale. La phase folliculaire, c'est le proestrus et l'estrus, ce qui se termine généralement, qui a lieu à la fin de cela, se termine par l'ovulation. Et ensuite, la phase lutéale, favorisée par la croissance et le développement du corps jaune et l'entrée en activité pleine du corps jaune, principalement pendant le dit estrus. Si il y a fécondation, donc il y a une continuité avec la gestation et le maintien par l'action des facteurs du thiotrope pour le maintien du corps jaune et par la suite éventuellement par le placenta qui a tendance à sécréter de la progestérone pour le maintien de la gestation. Sinon, il y a un effet lutéolytique principalement par la libération des PGF des alpha au niveau de utérin pour pouvoir éliminer. Donc là, c'est toujours le cycle ovarien comporte 2 phases majeures avec la présence de différentes structures et sécrétions d'hormones propres à chacune de ces phases. Ce sont les éléments les plus importants. La phase folliculaire, elle correspond au développement des follicules et caractérisée par des follicules à différents stades et la sécrétion des œstrogènes. La phase lutéale est caractérisée par la formation du corps jaune et la sécrétion de la progestérone. Les structures ovariennes, donc là j'ai un peu pris une image concernant les images normales, ovariennes normales, et une image échographique qui peut être, si vous voulez, déterminée aux différentes phases. Donc vous voyez un peu, le SF sont des follicules, des petits follicules cavitaires, les MF principalement sont des follicules intermédiaires, les CL c'est corps jaune, corpus luteum, et DF c'est le follicule dominant. Les principaux organites présents au niveau ovarien sont toujours les follicules. C'est une structure en forme de cloque contenant de l'œuf, libération de l'hormone, principalement des oestrogènes, où une grande quantité d'oestrogènes provoque le comportement œstral. Un peu l'état des lieux. Là, vous avez des images représentant, si vous voulez, les différents types de follicules. Les principaux organites, toujours dans ces principaux, vous avez le corps jaune, donc avec sa structure qui est c'est une structure jaune dure, qui est responsable de la libération de la progestérone, qui est l'hormone responsable de l'entretien de la gestation. Donc là, vous avez différentes structures au niveau ovarien, des follicules, ensuite des corps jaunes. C'est une image qui a été prise
principalement de l'encyclopédie, pour pouvoir, si vous voulez, les différentes structures, soit au cours de la phase folliculaire ou au cours de la phase lutéale, donc à partir d'un follicule primordial, follicule primaire, follicule secondaire, follicule tertiaire, follicule cavitaire ou dominant, qu'on appelait follicule de Degraaff, et enfin, à la faveur, si vous voulez, de la rupture de la membrane folliculaire, il y a la libération, le follicule devient ce qu'on appelle un follicule déhiscent, et ça va se transformer en corps jaune. Au départ, c'est un corps jaune hémorragique pour devenir, à la fin, si vous voulez, au cours, à une certaine période du cycle, si vous voulez, pour devenir un corps jaune fonctionnel et typique. Le cycle, donc, d'un point de vue physiologique, il comporte 4 étapes, avec associé aux 2 étapes, si vous voulez, aux 2 phases. Le proestrus, l'estrus au cours de la phase folliculaire, et le métastrus et le diestrus au cours de la phase lutéale. Le proestrus, c'est la période comprise entre la régression du corps jaune du cycle passé et l'estrus. C'est la période de développement folliculaire. Correspond principalement à la phase de recrutement. Là, c'est un schéma concernant principalement l'évolution endocrinienne, savoir, si vous voulez, au cours de différentes phases. Vous avez la croissance d'un corps jaune, donc vous voyez en violet la progestérone avec la sécrétion de la progestérone. En fin de cycle, s'il n'y a pas de fécondation, automatiquement l'utérus, à partir des glandes endométriales utérines, il y a la libération des PGF, des alpha, qui vont essayer de provoquer l'arrivée du corps jaune, et la vague folliculaire qui survient juste en fin de cycle, c'est celle-ci qui va ovuler, et on va entraîner, avoir, si vous voulez, un développement, une libération des œstrogènes qui sont derrière les modifications œstrales ou comportementales qu'on peut observer chez la femelle. Donc là, c'est un cycle avec 2 vagues, donc les 2 vagues, 3 vagues plutôt. Donc la vague qui survient après l'ovulation ne peut pas ovuler, celle qui va suivre aussi ne peut pas ovuler, du fait qu'il y a ce qu'on appelle le feedback négatif qui est exercé par la progestérone au niveau hypothalamique. C'est à la faveur de la baisse de la progestéronémie en fin de cycle, si automatiquement il n'y a pas de gestation, c'est la vague coïncidant avec cette fin de cycle, c'est celle-ci qui va ovuler avec une augmentation, si vous voulez, de l'œstradiélémie et l'expression du comportement chez la femelle. Donc là, vous voyez un peu, c'est une autre image, si vous voulez, avec la structure des vagues folliculaires, recrutement, sélection, dominance et l'ovulation qui peut survenir, si vous voulez, en fin de cycle. Les étapes du proestrus, donc on peut constater qu'il y a un agrandissement du follicule, la sécrétion qui commence à augmenter des œstrogènes, l'épérémie et l'œdème des voies génitales, donc ça c'est le cycle génital qu'on peut retrouver à l'observation des structures principalement vaginales, développement des glandes endométriales avec l'accroissement de la sécrétion des œstrogènes par le follicule, c'est pas par l'accroissement de la sécrétion des œstrogènes par le follicule. Le follicule destiné à ovuler, donc il a tendance, si vous voulez, à avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un follicule qui doit avoir un développement morphologique et un développement fonctionnel. Il s'agit d'une grande structure remplie de liquide de 1,9 à 2,5 de diamètre chez la vache et 1 cm chez la brebis. La durée du proestrus chez la vache de 3-4 jours, chez la brebis de 3 jours, chez la jument de 2-3 jours. L'estrus, qui est la partie la plus importante, c'est chaleur. L'estrus, chaleur ou rut, est un ensemble de complexes de signes physiologiques et comportementaux exprimés par la femelle non gestante juste avant l'ovulation. Sa durée, elle est courte, de 14 à 15 heures, suivie par l'ovulation qui peut survenir 10 à 14 heures après la fin de l'estrus. Les génisses ou les vaches tendent à ovuler prématurément que les vaches adultes. Le métastrus, c'est la période survenant immédiatement après l'estrus et l'ovulation, c'est la période correspondant principalement à l'accroissance et au développement du corps jaune de durée de 3 à 4 jours. Les ovules émis sont transportés par l'utérus. Au niveau de l'ovaire, c'est la présence d'un corps jaune hémorragique, donc c'est un corps jaune qui est caractérisé
par la non-présence des récepteurs à la PGF2-alpha. Et cela, c'est l'utilité un peu de l'utilisation des facteurs litholytiques pour pouvoir induire un retour en chaleur pendant cette période-là. Elle ne réussit pas du fait que le corps jaune hémorragique n'a pas encore acquis ses récepteurs à la PGF2-alpha. Ce n'est qu'à partir de 4 jours après, qu'il peut y avoir entre 4 à 8 jours après, que le corps jaune pouvait avoir à développer ses récepteurs à la PGF2-alpha, et on peut agir pour organiser ou là pour réaliser sa lyse. Faible teneur en oestrogène, atténuation des contractions utérines sous l'effet inhibiteur de l'action de la progestérone. Automatiquement, il y a, qu'on connaît un peu l'effet antagoniste exercé par les oestrogènes et la progestérone. Si les oestrogènes sont contracturants, la progestérone, par contre, elle peut induire, si vous voulez, une quiescence au niveau des contractions, principalement au niveau des contractions. L'accroissement des glandes endométriales, donc là, sa durée est de 3 à 4 jours chez la vache et de 2 à 3 jours chez la brebis et chez la jument. Le D-estrus, c'est la période la plus longue du cycle œstral, c'est la période qu'on appelle parfois de repos sexuel, de durée de 10 à 14 jours chez la vache, brebis 10 à 12 jours, jument 10 à 12 jours. C'est la période de la fonction optimale du corps jaune, parce que là, le corps jaune il est en pleine croissance, il a atteint sa pleine croissance, il libère de la progestérone, il peut exercer cet effet inhibiteur sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et à ce moment-là, pendant la période du D-estrus, le corps jaune correspond, si vous voulez, à la structure la plus dominante et qui est présente au niveau de l'ovaire. Les niveaux de progestérone dans le sang évoluent parallèlement à cette croissance de ce corps jaune. Leur maximum étant atteint vers le 10e jour et sont maintenus jusqu'au 16e, 18e jour. Là, c'est un peu en relation avec ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a une fécondation ou pas de fécondation? Si fécondation il y a, donc il y a une continuité sous l'effet des facteurs lithiotropes, de la libération et le maintien du corps jaune. Donc, ici, il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de signes, ce qu'on appelle des signaux fœtaux, maternels, etc. Donc, il va y avoir une lyse de ce corps jaune et l'abaissement de cette progestéronémie. Les jours 16 à 18 jours du cycle sont essentiels au maintien de la fonction du corps jaune. Maintenant, c'est sous l'impulsion des signaux fœtaux éventuellement s'il y a une fécondation ou pas. Si la vache n'est pas gestante, le corps jaune sera voué à la régression par suite de la libération des prostaglandines au niveau des glandes endométriales de l'utérus. Le comportement œstral, donc c'est un peu ce qui est intéressant dans ce sens. Donc ce sont des vaches qui ont tendance à exprimer un certain nombre de comportements. Ces signes physiques et comportementaux peuvent indiquer qu'une vache ou une génisse se trouve en pré-in ou post-estrus. Donc il y a un certain nombre de signes qu'il faut essayer de voir. Et ce qui est plus intéressant pour l'éleveur, même pour le vétérinaire ou l'inséminateur, c'est la période in-estrus. Donc là j'ai repris un peu les effets concernant les différentes sécrétions, des différentes DGNRH principalement au niveau, dans la partie de gauche, c'est la sécrétion, ce qu'on appelle la sécrétion cyclique qui correspondait de GNRH au niveau hypothalamique pour pouvoir libérer la décharge ovulante LH. Et la partie de droite, ça concerne principalement la sécrétion tonique et elle est beaucoup plus pour la sécrétion de la FSH pour assurer au moins le recrutement des follicules ayant atteint les dimensions de recrutement. Bon, je passe. Les signes évidents, parce que les signes évidents de l'estrus, c'est l'acceptation du chevauchement, c'est la mode par un taureau, c'est ce qu'on appelle le comportement hétérosexuel, ou acceptation du chevauchement par une autre vache, ce qu'on appelle le comportement homosexuel. Le signe le plus sûr de chaleur est la femelle doit être montée par un autre animal. Ça, c'est le plus évident. Qualifié par acceptation du chevauchement, ce qu'on appelait, ce que j'ai cité tout à l'heure, comportement hétéro-homosexuel, c'est le meilleur signe de la période fertile
d'une vache. C'est à partir de l'insémination qui est un peu l'enjeu de cette journée. Donc c'est comment, à quel moment on peut inséminer à partir de ce moment-là. Donc, et là, je vais laisser ça. Les vaches en chaleur se regroupent et se montent les unes les autres. Les vaches en chaleur essayent de chevaucher les femelles qui ne le sont pas. Donc ça, c'est le plus évident. Comme elles peuvent, les vaches qui fuient peuvent ou non être en chaleur. Ça veut dire qu'une femelle qui fuit, elle peut être aussi en chaleur. Rappel, seules les vaches qui acceptent le chevauchement sont en chaleur. Donc c'est le plus de signes, mais certaines peuvent également fuir à ce niveau-là. Parmi les signes qui accompagnent cela, on peut observer les signes au niveau de la base de la queue. Après être tenu debout pour être monté, les poils de la base de la queue deviennent rêches ou frottés. Donc vous voyez un peu, cela sont plus faciles à remarquer en hiver lorsque les poils sont plus longs, parce que la nasse est liée à l'effet saison concernant le développement des poils. Les pattes antérieures boueuses de l'animal chevauchent, soit chevauchant, c'est soit la vache ou le taureau chevauchant, peuvent laisser des marques sur les hanches, les côtes ou les épaules des vaches ayant été chevauchées. La docilité, c'est un comportement exprimé par les vaches en chaleur vis-à-vis de leurs congénères, les suivre, se tenir à côté, mise de leur tête sur le dos ou les croupes, parfois elles se reniflent, se blottent et se lèchent. Nervosité et agitation, étant plus nerveuses, les vaches beuglent plus que d'habitude. Signe d'agitation, activité locomotrice élevée à la recherche d'un taureau, arpenter des clôtures. Attention particulière doit être portée aux personnes qui travaillent à proximité, parce que là, ça peut constituer parfois un danger. Il y a aussi un autre signe qui est un peu plus évident, c'est l'écoulement du mucus vaginal. C'est l'appareil, ce qu'on appelle secrétum mucus filandreux, c'est-à-dire qu'il a tendance à être, qui ne se coupe pas, et clair ressemblant à du blanc d'œuf. Le mucus pend en filier à l'ouverture vulvaire, laissant également des traces au niveau de la queue ou au niveau des fesses par suite des mouvements de la queue. C'est un peu l'action des oestrogènes qui influence la quantité, le type de liquide produit par les oviducs, l'utérus et le col de l'utérus et le vagin. C'est lié à l'action, si vous voulez, des modifications. Donc vous voyez là, en orange, j'ai signifié un peu avec une flèche pour ce mucus. Il y a aussi des changements au niveau vulvaire, c'est la sécheresse, donc au cours de l'estrus, les lèvres vulvaires ont l'air humides et légèrement enflées. Les vaches qui ne sont pas en chaleur, la vache qui n'est pas en chaleur présente des lèvres vulvaires sèches. Des signes de chaleur antérieure, c'est-à-dire qu'il y a des chaleurs qui sont passées, donc on peut avoir cela. C'est le mucus sanguinolent et le signe de chaleur antérieure, souvent observé entre le 2e et le 4e jour de l'estrus, que la vache ne se soit vue ou non en chaleur. Donc, un mucus hémorragique, ce n'est pas un signe de chaleur, c'est-à-dire que les chaleurs sont passées. Seul un mucus transparent et filandreux, c'est qui est le signe de chaleur. Bon, toutefois, ce signe n'est pas aussi évident parce qu'il peut être associé dans certaines atteintes, par exemple les endométrites catarrhales, on peut observer cela. La décharge sanguinolente n'est pas un signe de chaleur, ce qui signifie simplement que l'animal était en chaleur il y a plusieurs jours. Surveillez le prochain cycle de chaleur dans environ 10 à 15 jours. Les producteurs laitiers peuvent identifier l'approche des chaleurs en décelant les signes suivants sur les vaches. Vaches alertes, yeux brillants, apparence nerveuse, baisse de la production laitière. Donc là, j'ai résumé dans j'ai pris à partir d'un document, c'est le signe, si vous voulez, qui regroupe un peu l'ensemble de ce que j'ai dit. C'est le comportement, c'est le cycle endocrinien et le cycle ovarien qui est associé à ce niveau-là. Oui, rapidement, je vais terminer, il n'y a pas beaucoup de choses. Les conseils d'aide à la détection des estrus, donc il y a 7 conseils, donc je vais reprendre un peu. L'observation du troupeau, notation exacte des dates d'élevage et chaleur, entretien approprié de l'élevage, sol, température, humidité, éclairage, réduction de l'incidence des pathologies de l'appareil locomoteur, programme de synchronisation de chaleur si nécessaire, système d'aide à la détection des chaleurs, alimentation correcte. Temps d'observation, là c'est un peu le contexte, plus donc passer un temps de 20 à 30 minutes à observer le troupeau tôt le matin et tard le soir, ça veut dire c'est le temps et le moment.
En plus de l'activité telle que la traite, l'alimentation, augmente la probabilité de détecter une vache en chaleur. Prise des notes sur le velage, donc ce sont des dates exactes. Donc je reprends un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur les 7 conseils. Entretien approprié de l'élevage, sol non glissant, bon éclairage, bonne température et humidité, réduction de l'incidence des troubles de l'appareil locomoteur, arthrite, atteinte, il y a un T qui monte, des onglons, etc. Utilisation des programmes de synchronisation des chaleurs si nécessaire, donc là en fonction des disponibilités. Lors d'un manque de travail, installation des systèmes d'aide à la détection des chaleurs, assurant du programme d'alimentation correct pour les vaches. Système d'aide à la détection, donc j'ai repris les détecteurs de chevauchement, patch adhésif à coller sur la croupe de l'animal, caméra d'observation, animaux détecteurs, soit ce sont généralement on utilise des taux stériles, bouton train, à pénis dévié, vasoctomisé, épidédime, retiré, détecteur d'activité, donc le headphone, headbox, système headwatch, etc., qui sont des systèmes qu'on peut utiliser soit sous forme de collier, soit sous forme de boîtier sur un collier qui détermine un peu l'activité chez les animaux. J'ai le système headstick, qui est un podomètre, donc qui est collé pour déterminer l'activité de la femelle, parce qu'une femelle en chaleur, elle a tendance à être plus active, elle a tendance à rechercher des femelles à chevaucher, donc elle a plus d'activité, et ce sont des podomètres qui vous indiquent ou en fonction des dispositifs, chaque 2 heures vous allez calculer, ils peuvent transmettre si vous voulez par voie radio si vous voulez vers un logiciel qui détermine si vous voulez l'état de cette femelle. Chronologie du cycle, donc je reprends un peu la situation, bon, c'est une image. Cause de l'enestrus qu'on peut retrouver, donc vous avez des facteurs environnementaux, saison, lactation, nutrition, anomalie ovarienne, hypoplasie, kyste ovarien, frémartinisme, facteurs utérin, gestation, pseudogestation, modification, macération, facteurs environnementaux, c'est l'insuffisance en gonadotropine, anomalie ovarienne qui s'associe aussi à l'échec de développement folliculaire au niveau de l'ovaire, facteur utérin persistant du corps jaune, et enfin c'est l'aboutissement vers un état anestral. Merci pour votre attention. Je m'excuse, monsieur le professeur, pour le... Donc, sans tarder, on va passer à la deuxième communication. On a dépassé les limites en le temps. Mais je vais faire appel à docteur Abdeidou Ahmed et docteur Kourat Ahsen pour la présentation de la deuxième communication intitulée Production de semences des animaux d'élevage. Donc essayez de respecter le temps s'il vous plaît. On peut tolérer peut-être quelques minutes, mais pas trop comme cette salle. Salam alaikum. Madame la Présidente, chère assistance, permettez-moi de vous passer, de vous transmettre le bonjour de toute l'équipe du CNIAG et me permettre aussi de faire une petite présentation sur les activités du Centre national de l'insémination artificielle
et de l'amélioration génétique concernant la production de semences bovines, vu que la journée est consacrée pour l'insémination artificielle chez les bovins. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Le CNIAG se présente. Permettez-moi de faire une petite présentation du CNIAG. Donc le CNIAG est un établissement public à caractère industriel et commercial sous tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le CNIAG a été créé en 5 janvier du 5 janvier 1988 suite au décret présidentiel numéro 88-04. Il est dirigé actuellement par la directrice Madame Boran Hamel et le siège de la direction générale 6 à Haucheroussi, Birtouta, Alger. Donc le CNIAG est structuré comme suit. D'abord, on commence par la direction générale. Ensuite, la composition départementale du CNIAG. Le CNIAG est composé de 5 départements. Département d'insémination artificielle, département de formation et de vulgarisation, département de production des semences et d'embryons, département de production animale et végétale, et département des finances et de comptabilité. Et en plus de ça, le CNIAG est composé ou bien est soutenu par des antennes régionales, notamment l'ALMA, Taruf, Bessa, ou le Djellal, Tiaret, Naama et Or. Donc les missions principales du CNIAG, c'est l'insémination artificielle chez les animaux d'élevage, notamment la production et distribution des semences, contrôle sanitaire des géniteurs et diagnostic des troubles de reproduction des animaux d'élevage, élaboration des performances des programmes plutôt d'insémination artificielle et leur contrôle est suivi sur tout le territoire national, constitution d'un stock national de sécurité de semences animales, et c'est très important. Et la deuxième mission du CNIAG, c'est l'amélioration génétique, c'est l'objectif principal de l'insémination artificielle. Donc l'amélioration génétique se fait par contrôle des performances génétiques et du choix des géniteurs. La sélection des géniteurs aussi, c'est très important parce que l'insémination artificielle, quand on parle d'insémination artificielle, elle est toujours associée à l'amélioration génétique. Et l'amélioration génétique aussi, il faut qu'on commence le programme par la sélection des géniteurs. Sélectionner les géniteurs, ça veut dire qu'il faut se baser sur des performances ou là des hauts potentiels génétiques. Et l'utilisation des techniques de cryoconservation pour la sauvegarde et développement des races locales des différentes espèces d'élevage. La troisième mission du CNIAG, c'est la formation professionnelle en biotechnologie de la reproduction animale, l'organisation des journées de vulgarisation et assistance et conseil auprès des éleveurs. Par rapport à la première mission du CNIAG, c'est la production de semences bovines. Donc la semence bovine est produite au niveau du laboratoire central de Babali à Alger. Le laboratoire est composé de 4 compartiments, l'animalerie, la vaginerie, le laboratoire et la banque de semences. Concernant le processus de production de semences, d'abord vous avez 5 étapes. On commence par la collecte de semences. La collecte se fait sur un bouton-train qui est mâle et géniteur en même temps, c'est-à-dire il est bouton-train et géniteur en même temps, à l'aide d'un vagin artificiel dans un tube de collecte. Donc
Ensuite, juste après la collecte, on passe au contrôle macroscopique et microscopique. Après le contrôle microscopique, c'est la dilution. La dilution, ça veut dire c'est le fait d'ajouter le milieu de conservation, c'est-à-dire à double objectif. Une, c'est la dilution proprement dite. Deux, c'est la protection des spermatozoïdes contre le froid. La quatrième étape, c'est le conditionnement. La cinquième, c'est la congélation. Après refroidissement, équilibration et ensuite congélation proprement dite. Et la sixième étape, c'est le stockage. Le stockage se fait au niveau de la banque de semences. Quelques images, voilà quelques images des étapes de production de semences. Alors, concernant tout ça, c'est par rapport à la production, à l'étape de production de semences. Ensuite, après la production, on passe à l'insémination. Et l'insémination artificielle, l'insémination artificielle sur tout le territoire national est suivie par un département spécialisé au niveau du CNIAG via une application. Donc en ce moment, on arrive à être connecté avec tous les inséminateurs sur tout le territoire national. Donc l'enregistrement de l'insémination se fait immédiatement. Au moment de l'insémination, comme ça, on arrive à collecter toutes les données concernant l'insémination artificielle sur tout le territoire national. Là, permettez-moi de vous présenter quelques statistiques des 3 dernières années concernant les inséminations artificielles par race. Bon, concernant la Montbéliarde. Concernant la Montbéliarde, 2019, 2020 et 2021, la production est en augmentation. Concernant la Flickville, la courbe est descendante. Pour la Pinot Holstein, si vous avez remarqué, en 2020, il y a une baisse de production. Pour la Pérouge aussi, la Normande, elle est quasi nulle. Et pour la BA, était nulle. Bon, exceptionnellement pour l'année 2020, les baisses de production étaient causées par la pandémie qui a touché pratiquement tous les secteurs économiques algériens et mondiaux. Là aussi, c'est des courbes. Je ne sais pas si l'image est suffisamment lisible. Ça, c'est pour aussi, c'est des statistiques concernant les inséminations artificielles totales réalisées par Wilaya et par année, 2018, 2019, 2020 et 2021. Voilà, c'est le graphe représente les inséminations, une comparaison entre les inséminations, à vrai dire, le taux de réussite de l'insémination artificielle par rapport aux inséminations totales réalisées par Wilaya. Voilà, ça c'est en 2020 et 2021. Et là, c'est un tableau récapitulatif des taux de réussite de l'insémination artificielle des 4 dernières années. Donc, en 2018, on était à 49,88% de réussite. Quand on parle de réussite, ça veut dire insémination fécondante à la première fois. Donc, on était à 49,88%. En 2019, on était à 45,33%. Voilà, comme vous le voyez. Donc, le nombre d'inséminations réalisées en 2018 est de 139 044. Le nombre d'inséminations artificielles fécondantes est de 69 357.
Donc le taux de réussite est à 41,88. En 2019, la réalisation était de 132 863 et la fécondité était à 60 233. Le taux est de 45,33. Par contre, en 2020, regardez cette chute de taux de réussite de l'insémination artificielle sur 114 316. Bismillahirrahmanirrahim. On va entamer la deuxième session de la journée. Monsieur le professeur Mirou va nous parler des causes d'échec de l'insémination artificielle chez la vache laitière. Vous pouvez commencer. Salam alaikum. D'abord, je voudrais saisir l'occasion d'avoir le micro pour remercier Madame et donc le laboratoire de m'avoir invité. Ça m'a permis en même temps de revoir mes ex-camarades de classe. D'accord, ça m'a fait énormément plaisir. Hein? Et je ne suis pas le seul qui est en fait vieilli. Hein? Alors je voudrais vous parler des échecs de l'IA bovine, des causes d'échecs. Mais ne vous attendez pas à ce que j'énumère une liste. Hein? On est veto. Donc ceux qui sont intéressés dans la recherche sur la repro vont s'y retrouver. Et ceux qui utilisent l'insémination artificielle en tant que faisant partie de leur quotidien, vont être servis aussi. Donc, j'ai mis infertilité inexpliquée. Parce que vous le vouliez ou non, une certaine infertilité, vous pouvez l'expliquer, elle est évidente. Et je remercie d'ailleurs Boubacar, parce qu'il m'a évité de reparler de la physiologie. Ce que, pour ceux qui s'intéressent, ce que vous devez retenir de ce que Boubacar vient de dire, c'est que la détection des chaleurs, c'est très très important, d'accord, c'est primordial. Et le deuxième point, c'est l'ovulation chez le bovin. L'ovulation chez le bovin, elle se produit 8 à 10 heures après la fin des chaleurs. Elle se produit au métestrus. Où est le problème? D'accord? Dans l'insémination artificielle, ça revêt une importance extrême. Et je vais vous en parler. Donc la question qui vaut de l'or, on vous présente une vache. Est-elle inséminable ou non? Ah, est la question. Dois-je l'inséminer ou non? Remplit-elle les conditions ou non? L'insémination. C'est ça. Si vous arrivez à répondre à cette question, vous allez éviter beaucoup le fait que votre taux de réussite va diminuer. Donc, voilà. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est l'IA? C'est la dépose d'un sperme de taureau sous forme de paillettes, bien sûr, là où il faut. Je dis bien là où il faut, c'est-à-dire le corps de l'utérus. D'accord. À la sortie de l'endocone. Et comme il faut, deux conditions. C'est-à-dire la deuxième moitié des chaleurs. Donc si vous ne respectez pas ça, déjà vous avez inséminé pour rien. Vous avez un fort pourcentage de vaches qui va revenir en chaleur. D'accord. Et qui dit revenir en chaleur, dit drame. En fait, il n'y a rien d'artificiel dans l'IA. Mais artificiel, c'est par rapport à l'accouplement. C'est juste la saillie qui n'a pas lieu. Mais c'est une saillie entre guillemets artificielle, parce qu'il y a le sperme. Donc, c'est donc un technicien vétérinaire qui se charge de déposer le sperme au niveau du corps, je dis bien, utérin, au moyen d'un outil approprié, nous le verrons, d'une VL en chaleur,
en chaleur, répondant aux conditions d'IA. D'accord? Donc, j'ai dit qu'elle avait un coût. Donc, en termes de prévalence et coût de l'infertilité, elle a couru Hadi pour que vous sachiez, surtout les inséminateurs. Dire dire. On a perdu en fertilité à peu près 20 points. On parlait de 60-65%, maintenant on parle de 45% au niveau universel. Ça veut dire qu'au niveau algérien, misère et boule de gomme, on parle peut-être de bien moins, et vous avez vu les taux d'IA de tout à l'heure, hein, qui ont été présentés par M. Hassan. D'accord. Donc, fertilité a connu un déclin progressif 50 dernières années, taux de réussite, 65 à 40, taux de gestation, l'IVV là, donc c'est normal, l'IVV là, le taux de réforme pour infertilité là. Et donc, regardez, c'est des auteurs quand même assez récents. L'infertilité coûte cher. Puis les USA, c'est 24 $ par VL par an, mais c'est 90. D'accord? Ça veut dire que c'est l'UK, donc la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, chaque jour, au-delà de 365 jours, coûte à l'éleveur 3 pounds, à peu près 4 €, 80 agdak, Esselment 92. Parce que quand j'ai vu Esselment USA tout à l'heure, je me suis dit, peut-être que c'est l'UK, à moins que parce qu'il y a un en Angleterre, hein, d'accord, et que je connais personnellement. En 2000, la perte par VL par an était de 180 pounds, donc livres sterling. L'Argentine, pour chaque UF, 180, 300, 170, etc., pour chaque tranche, 0,30, 30,